Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 août 2025 et notre ami Dimitri Olavid est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Dimitri. Heureux d'être à nouveau avec vous. Dimitri, avant de commencer la discussion, comment pouvons-nous vous soutenir ainsi que les articles que vous publiez sur votre site web? Comment pouvons-nous y accéder? Allez sur l'URL affichée à l'écran et abonnez-vous au niveau de votre choix, y compris une formule appelée « Petite monnaie » qui est vraiment très abordable. Vous pourrez alors lire tous mes articles, y compris celui à venir sur le remplaçant de la Pax Americana, sur lequel je travaille en ce moment. Il y a beaucoup plus d'informations là-bas que ce que je peux condenser en 1 heure de conversation avec Nima. Oui, donc la Pax Americana, c'est intéressant à considérer. Dimitri, comment vois-tu la situation en Ukraine à la suite de ces discussions entre la Russie et les États-Unis, puis les Européens avec Zelensky et Donald Trump? Penses-tu qu'il pourrait y avoir une avancée ou sommes-nous toujours au même point? Non, nous sommes dans une situation complètement différente, parce que la situation sur le terrain évolue très rapidement. Tout d'abord, il n'est pas clair dans quelle mesure l'information désormais publique, selon laquelle les pertes du côté ukrainien s'élèveraient à 1,7 million, dont 600 000 rien que pour cette année, sur les 3 années de ce conflit, est exacte. C'est un chiffre stupéfiant. Un autre fait est que, si l'on regarde le CIA Factbook, qui vient de paraître, l'Ukraine est en train de mourir. Le taux de mortalité y est le plus élevé au monde, et le taux de natalité le plus bas, et les gens partent. C'est donc un facteur très important. Un autre facteur important est que les Russes ont désormais pratiquement détruit l'infrastructure du pays, qui lui permet de survivre à la saison de chauffage. Après tout, il fait assez froid en hiver, et sans chauffage central, peu de villes deviennent inhabitables. Ce n'est pas tellement le cas à la campagne, où les gens peuvent se chauffer au bois, mais les villes vont rapidement devenir invivables. Les conduites d'eau vont geler, etc. Il y aura donc encore plus d'exodes de ceux qui peuvent partir, les femmes et les enfants. Les hommes doivent s'échapper par des moyens détournés, traverser des rivières, etc. Ou bien ils doivent payer pour sortir. Beaucoup de gens s'enrichissent dans ce processus, du côté du gouvernement ukrainien. L'Ukraine est donc en train de mourir. L'Ukraine se dépeuple rapidement et meurt, et c'est fini. Elle a largement dépassé le point où elle pourrait se rétablir en tant que pays, et c'est un point important à garder à l'esprit. Un autre point important à retenir, c'est que les Russes ont mis au point une très bonne stratégie consistant à utiliser des drones contre d'autres drones, en automatisant le processus dans une certaine mesure. Donc, ils déploient essentiellement des drones, qui partent ensuite à l'attaque et abattent d'autres drones. Ainsi, le camp ukrainien a perdu sa capacité de reconnaissance au-delà de la ligne de contact. Ils ne savent plus où se trouvent les forces russes. Un autre fait récent est que Trump a interdit le partage d'informations de renseignement avec les Five Eyes, sans même parler des Ukrainiens, concernant ce qui se passe sur le théâtre d'opération en Ukraine. Les forces ukrainiennes sont donc désormais vraiment comme des chatons aveugles. Ensuite, il y a la question du taux d'attrition, qui est maintenant de 75%. Ils attrapent donc des gens dans la rue, leur donnent ce qu'ils appellent une formation, mais ce n'est vraiment rien, et essaient de les envoyer au front dans des positions défensives, et les 3/4 s'enfuient en chemin. 3/4. Donc, pour chaque groupe de 40 soldats qu'ils rassemblent et essayent d'envoyer au combat, 30 s'échappent. Et parmi les 10 qui y parviennent,
Le plus gros problème, le principal problème médical actuellement dans l'armée ukrainienne, ce sont les crises coronariennes, les crises cardiaques. Ce sont tous des personnes âgées et inaptes qui subissent un stress et leur cœur lâche. Et puis il y a toute la question des tactiques. Ce que les Ukrainiens ont essayé de faire, c'est de construire des forteresses autour des grandes villes. Sauf pour Bakhmut, qui est Artemovsk, que les Russes ont prise quoi qu'il arrive, car il était très important d'éloigner la ligne de front des centres urbains, comme Donetsk. Au-delà de cela, ce que font les Russes, c'est encercler les grandes villes, couper les approvisionnements et attendre que les Ukrainiens se rendent, ce qu'ils font très volontiers. Une fois qu'une ville est abandonnée, la première chose qui se passe, c'est que les bataillons nazis, ceux qui empêchent les pauvres soldats de première ligne de fuir ou de se rendre, sont les premiers à s'échapper car ils n'ont aucune envie de se faire tuer. Ainsi, une fois qu'ils sont partis, les recrues se rendent compte qu'il n'y a plus de danger à se rendre aux Russes, et elles se rendent en masse. Certains d'entre eux rejoignent même l'autre camp et commencent à combattre du côté russe, ce qui est remarquable. Ils sont maintenant assez nombreux. Voilà ce qui se passe réellement. Le camp ukrainien n'a plus rien. Les Russes continuent de les user petit à petit. Une guerre civile couve à l'intérieur de l'Ukraine. Et le pays est perdu si l'on regarde la démographie. Le pays est détruit. Il n'existe plus. Il ne s'en remettra jamais. Voilà donc les choses qui comptent. Ensuite, on peut parler de Trump et de sa rencontre avec Poutine. Mais c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec l'Ukraine. On peut aussi évoquer les clones européens, les toxicomanes et tout le reste, et essayer de donner un sens à ce tableau, qui est un sujet totalement différent. Le seul lien que cela pourrait avoir avec l'Ukraine, c'est l'énorme perte de crédibilité qui surviendra lorsque l'Ukraine capitulera réellement. Parce que les Européens ont investi tellement de capital politique dans cette affaire. De nombreuses carrières politiques en Europe prendront fin lorsque l'Ukraine capitulera. C'est vraiment le seul lien. Quant aux soi-disant négociations, ce n'est que du théâtre. C'est de la comédie. Pensez-vous que la politique de continuation vise à entraîner la Russie dans la partie occidentale de l'Ukraine? Non. Non. Ils ont juste peur que tout cela prenne fin. C'est la seule chose qui les effraie. Ils n'ont pas de tactique. Ils n'ont ni tactique, ni stratégie, ni rien du tout. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent continuer à répéter les mêmes choses qu'ils ont déjà dites. Parce qu'ils ne sont pas capables d'inventer de nouvelles conneries, n'est-ce pas? Il y a une grave pénurie de conneries en Occident. Et donc Merz, qui est un peu lent à la détente ou je ne sais quoi, débarque et dit « Je ne peux pas imaginer de discussion sans cessez-le-feu. » Avant, le mot « cessez-le-feu » était un super jeu à boire. On allumait ces têtes parlantes occidentales idiotes, et à chaque fois qu'elles disaient « cessez-le-feu », on buvait une gorgée. Et avant même de s'en rendre compte, on était complètement saoul. Maintenant, ils ne disent plus « cessez-le-feu », donc il va falloir inventer un nouveau jeu à boire. Mais à part ça, il n'y a rien. Il n'y a aucune étincelle d'intelligence. Quoi? Mélanie qui dit qu'on va appliquer l'article 5 de l'OTAN sans l'OTAN. Genre, tu vois, un truc comme ça. Elle est complètement à l'ouest d'ailleurs. On dirait qu'elle est constamment défoncée à la coque. Pendant la réunion dans le bureau ovale, elle était super agitée parce qu'elle était complètement shootée. Et puis à un moment, elle s'est penchée vers Merz et lui a dit « Tu peux me filer un gramme ?» Et Merz a répondu « Ouais !» Et un des sbires de Merz, s'est précipité pour donner un gramme de coke à Mélanie. Et elle l'a mis dans sa poche avec le sourire. Comme ça, elle pourra aller aux toilettes pendant la pause et se défoncer encore plus. Voilà le genre de personnes qu'on a en Europe maintenant. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit.
Ça a juste à voir avec la façon dont l'Europe occidentale dégénère, part en vrille. Mais n'essaie pas d'y voir un rapport avec la réalité. Pensez-vous qu'il existe une division entre les pays européens concernant la politique à l'égard de l'Ukraine? Eh bien, oui, bien sûr. Il y a FICO. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se prononce. Ce n'est pas Fizzo ou quelque chose comme ça. C'est FICO, avec un faux accent de la BBC. Bref, il a dit qu'il faudrait être fou pour payer les Américains pour des armes et ensuite les donner aux Ukrainiens. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il pourrait les vendre sur le marché noir, ce que font les Ukrainiens avec les armes que les Américains leur donnent. Donc, c'est un point de vue. Et un autre, ce sont les Allemands, qui viennent de décider qu'ils veulent commander, je ne me souviens plus du nombre exact, mais quelque chose comme 40 000 drones. Ils ne savent pas ce qu'ils entendent par drone. Quel type de drone? Des petits drones jouets, comme ceux avec lesquels mon fils joue, ou de très gros drones, comme le Raptor. Ils n'ont pas vraiment précisé. Mais une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il leur faudra des années pour obtenir ces drones. Et d'ici là, ils seront complètement obsolètes. Parce que ce qui se passe sur la ligne de front, c'est que les Ukrainiens, comme les Russes, improvisent des solutions basées sur les drones. Il y a toute une industrie artisanale qui se développe près des lignes de front, où l'on soude des puces sur des cartes, où l'on les programme, où l'on modifie des choses et où l'on imprime des pièces en 3D directement dans des bunkers sur la ligne de front. Parce qu'avec la guerre des drones, on ne peut pas avoir des années d'avance, puisque toute l'industrie n'a que quelques années d'existence. Il faut avoir quelques jours d'avance sur l'autre camp, 2 ou 3 jours, tout au plus. Et bien sûr, ils commandent ce matériel qui sera complètement inutile au moment où il arrivera. Voilà donc l'attitude allemande. Oh, nous allons avoir cette puissante industrie des drones, et blablabla. Il n'y a aucune réalité là-dedans. Rien du tout. Ils continuent à parler pour parler, parce qu'ils doivent organiser ces réunions où ils aiment échanger des paquets de drogue illicites, se faire des câlins, des bisous et tout le reste. À chaque fois qu'ils se retrouvent, c'est comme une réunion d'anciens élèves du lycée. C'est vraiment étrange. Leur langage corporel est tout simplement bizarre. Ce ne sont pas des gens sérieux. On dirait des drogués fous, terrifiés à l'idée que leur carrière politique prenne fin, car si cela arrive, il s'avérera que leur linge sale sera exposé au grand jour. Tout cet argent qu'ils ont volé en utilisant l'Ukraine comme une blanchisserie. Et non seulement leur carrière prendra fin, mais ils risquent aussi de faire de la prison. Pensez-vous que la Pologne se trouve en quelque sorte au milieu entre les deux parties de cette division dont vous parlez, Fico et j'ajouterais Orban, Fico ensemble, et l'autre partie serait la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Où se situe la Pologne aujourd'hui? La Pologne se trouve aujourd'hui à un moment très intéressant. Une soudaine révélation a traversé le corps politique polonais, si l'on peut dire, l'état d'esprit polonais. Cela dure depuis un certain temps, mais ils se sont enfin rendus compte qu'il y a quelqu'un qu'ils détestent encore plus que les Russes, et ce sont les Ukrainiens. Et le problème, c'est qu'il y a à peine de Russes en Pologne, mais il y a beaucoup d'Ukrainiens. Donc, il y a beaucoup d'Ukrainiens à détester là, en Pologne. Et c'est ça, le grand changement. Ce genre de choses prendra du temps à se répercuter dans le système politique, mais les Ukrainiens vont vraiment en prendre plein la figure de la part des Polonais. Les Polonais les détestent vraiment, vraiment, vraiment. Et les Polonais ont une capacité de haine presque inégalée dans le monde. Ce sont des gens vindicatifs. Alors, tous ces pauvres Ukrainiens qui pensaient avoir trouvé un refuge semi-permanent en Pologne, eh bien, ils vont déchanter. Je les plains.
Well, they have another thing coming. I feel sorry for them. Vous avez mentionné que l'Ukraine n'était peut-être pas le principal objectif de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Quel était-il alors? Quel était l'ordre du jour principal? Quelle est la vision d'ensemble de cette réunion? Eh bien, l'idée était de faire en sorte que l'ancien leader du monde libre se tienne à côté du véritable leader du monde libre et absorbe une partie de cette énergie psychique. Parce que voyez-vous, Trump perd rapidement toute sa légitimité. Le mouvement Make America Great Again se heurte à des taux de chômage vertigineux et à une augmentation du nombre de sans-emploi. Seulement 17% des jeunes Américains âgés de 25 à 35 ans trouvent réellement un emploi, achètent une maison et fondent une famille. La plupart d'entre eux vivent simplement dans le sous-sol de leurs parents ou dans leur chambre d'enfance et n'ont vraiment aucun projet pour leur vie. Donc, Make America Great Again est mort. So, Make America Great Again is dead. Ces initiatives visant à forcer le monde à aider l'Amérique à résoudre son déficit commercial structurel ont échoué parce que sa politique tarifaire signifie essentiellement que les consommateurs américains supportent 60% du poids des droits de douane. C'est ce à quoi cela aboutit. Et cela fait grimper l'inflation. Mais il veut des taux d'intérêt bas, car si les taux augmentent, alors tout l'édifice s'effondre. Les paiements d'intérêt sur la dette engloutissent tout le budget. Et puis, la dernière chose qu'il a faite, eh bien, il a eu cette révélation que de nouvelles sanctions contre la Russie sont totalement inutiles. Il faudra encore 1000 ans pour que les Européens s'en rendent compte. Je crois qu'ils en sont à leur 18e paquet de sanctions contre la Russie, pensant que cette fois-ci, ce sera la bonne. Que cela obligera vraiment la Russie à changer de comportement. Et ils ne se rendent pas compte que si vous essayez quelque chose N fois, alors l'essayer N plus une fois ne va probablement pas produire un résultat complètement différent. Il y a très peu de situations en mathématiques où ce serait le cas. Donc, Poutine a compris que faire pression sur la Russie ne fonctionne pas vraiment parce que les Russes se moquent simplement de vous. Mais faire pression sur les pays qui achètent du pétrole à la Russie pourrait fonctionner. Il a donc essayé d'imposer des droits de douane de 100%, voire 500%, à la Chine et à l'Inde, pensant que cela pourrait marcher. Eh bien, les Chinois lui ont répondu de la manière la plus grossière possible. Je n'utiliserai pas de langage vulgaire, mais c'était à peu près le plus grossier que les Chinois puissent être. Et puis, de façon surprenante, les Indiens ont fait la même chose. Les compagnies indiennes qui achètent du pétrole ont arrêté d'acheter du pétrole russe pendant un certain temps et ont attendu. C'est une réponse typiquement indienne, fuir et se cacher, puis revenir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils achètent encore plus de pétrole russe qu'ils en ont jamais acheté. Donc Trump n'a plus la capacité de contraindre le monde. Il a perdu du pouvoir sur le plan national et il a perdu du pouvoir sur le plan international. Alors comment peut-il retrouver son statut de leader national? Eh bien, la façon d'y parvenir, c'est de se tenir aux côtés du véritable dirigeant, qui est Vladimir Poutine, à côté d'une pancarte indiquant Alaska 2025, et de se serrer la main publiquement, pas forcément en étant d'accord sur quoi que ce soit, mais en ayant une bonne conversation, tout sourire, s'invitant mutuellement à se rendre visite, et Trump étant invité à Moscou, avec Poutine et Trump disant « Oh oui, c'est une idée intéressante ». Et tout se termine sur une note merveilleuse, avec les Russes rendant visite aux Américains en tant que voisins. En gros, ils traversent le détroit de Bering en avion et atterrissent. Et il y a ce vieux territoire russe, l'Alaska, qu'ils ont vendu aux Américains
et qui était en fait une très bonne affaire pour la Russie à l'époque. Et il s'est avéré que c'était aussi une bonne affaire pour les Américains. Donc tout le monde est content. Voilà, c'était ça. Et puis la rencontre de Blanche-Neige et les 7 nains, c'est-à-dire Zelensky et les 7 dirigeants européens, cette iconographie est inimitable. Il y a les 7 marionnettes, plus la mort. Vous savez, Zelensky serait la mort, se présentant dans le bureau ovale et en gros blablabla pendant un moment. C'était vraiment bizarre. Mais ils ont essayé de siphonner une partie de l'énergie psychique que Trump a acquise en touchant Poutine, en lui serrant la main. Je ne sais pas si ça a marché pour eux ou pas. C'était une sorte de manœuvre désespérée. Ça avait l'air désespéré. Ça sonnait désespéré. C'était assez ridicule, je dirais. Le même jour où nous avons eu la réunion entre les Européens et Donald Trump, The Guardian a rapporté qu'il y avait une sorte de panique en Europe. Pensez-vous que cette panique provient des informations, de l'attitude de Donald Trump envers l'Ukraine, ou bien ressent-il d'une certaine manière que les États-Unis abandonnent l'Europe? Parce que J.D. Vance parlait du fait qu'auparavant, lorsque cette administration est arrivée à Washington, elle avait dit qu'elle allait laisser la situation en Ukraine entre les mains des Européens. Pensez-vous que c'est ce qui se passe, qu'ils ressentent d'une certaine façon que les États-Unis les abandonnent, qu'ils ne peuvent pas gérer leurs problèmes seuls? Est-ce la raison? Eh bien, écoutez, il ne se passe rien sur le plan diplomatique en ce qui concerne l'Ukraine. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Qui contrôle la situation sur le terrain en Ukraine? C'est la Russie. C'est la Russie qui décide de la vitesse à laquelle avancer et où se déplacer, etc. Et la Russie n'est absolument pas pressée. Les choses vont dans le sens de la Russie et l'Ukraine s'effondre. Si vous regardez la position de la Russie sur la situation en Ukraine, les objectifs de la Russie ont-ils changé depuis le printemps 2022? Ont-ils changé d'un iota? Ont-ils bougé d'un pouce dans une direction ou une autre? Non, ils n'ont pas changé. Ils sont gravés dans la pierre. La Russie atteint donc méthodiquement ses objectifs. Ce qui se passe du côté occidental, c'est « Oh, nous allons geler le conflit le long de la ligne de séparation actuelle. » Mais qui sommes-nous? De qui parle-t-on? Allez-y, gelez sur place si ça vous chante. Faites ce que vous voulez, d'accord? Vous ne contrôlez pas la ligne de contact. Alors qu'est-ce que vous comptez geler? À part vous-même. Ou alors, nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Très bien, arrêtez de tirer. Vous pouvez arrêter de tirer si vous le souhaitez, sauf que vous ne tirez même pas en ce moment. C'est ce niveau d'absurdité. Ils proposent des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, aucun. Et cela est censé être une sorte de négociation. Et les gens en parlent, et quelqu'un aurait changé de position. Donc Merckx a parlé du cessez-le-feu comme si c'était encore quelque chose de réel. Est-ce réel? À quel point est-ce réel? Eh bien, ça ne l'est pas. Ce n'est pas du tout réel. C'est juste temporaire, tu sais, du baratin, comme il le fait toujours. Il dit toujours la mauvaise chose au mauvais moment. C'est son talent particulier. Tu sais, s'il était un super-héros, ce serait son super-pouvoir. Toujours dire la mauvaise chose au mauvais moment. Et tu sais, c'est ce qui se passe du côté occidental. Et ça ne sert à rien d'y prêter attention, parce qu'il n'y a aucun sens réel derrière tout ça. Maintenant, la compréhension que, selon moi, Poutine et Trump ont que les Européens ne contrôlent rien. Les Américains veulent s'en aller. Le peuple américain ferait la fête si Trump disait « Je me lave les mains de tout ce désastre ukrainien ». Donc dans tous les cas, je pense que le peuple américain serait juste « Oui, ça irait ». C'est bon, c'est bon. Oui, tout va bien ici, Dmitri. D'accord. Quelqu'un essaie de nous manipuler, je pense. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le peuple américain serait tout simplement ravi
si Trump se lavait les mains de tout ce fiasco ukrainien. Les gens en ont assez. Et Trump dirait, eh bien, laissez simplement les Russes s'en occuper. Et la dernière chose qu'il pourrait essayer de faire, et c'est ce qu'il fait en réalité, c'est de pousser les Européens vers l'Ukraine comme des agneaux à l'abattoir. Et ensuite, faire en sorte que le complexe militaro-industriel américain absorbe tout l'argent que les Européens pourraient avoir en trop dans l'achat d'armes inutiles. Donc je pense que c'est à peu près son plan. Et il agit méthodiquement. Il avance lentement. Maintenant, il a dit qu'il faudrait encore 1 ou 2 semaines pour analyser la situation et proposer un plan, etc. Voilà ce qui se passe réellement. Mais c'est l'armée russe qui décide de ce qui se passera en Ukraine, ni les Américains. L'Europe est-elle en train de devenir un fardeau pour les États-Unis, Dimitri? Non, je ne pense pas. Non, l'Europe est un bouc émissaire, vous savez, un souffre-douleur. C'est un contre-exemple. Regardez les enfants, ce qui vous arrive si vous devenez complètement libéraux, LGBT, etc. Donc, pour ce qui est de renverser ce genre de tendance aux États-Unis même, et pour s'opposer aux tendances libérales à l'intérieur des États-Unis, l'Europe sert d'avertissement très utile et de contre-exemple. À mesure que la situation en Europe se détériore, ce qui est le cas, il sera possible de pointer du doigt les États bleus aux États-Unis et de dire « Eh bien, si les choses vont mal, c'est parce que vous leur ressemblez un peu. Réveillez-vous et commencez à agir différemment. » La raison pour laquelle j'ai posé cette question, Dmitri, c'est qu'en regardant l'Europe aujourd'hui, qu'ont-ils à offrir aux États-Unis? Ils n'ont pas d'industrie. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Alors, quelle est l'importance de l'Europe aujourd'hui pour les États-Unis? Eh bien, ce que les États-Unis, Trump en particulier, essaient de faire, c'est d'intercepter les flux énergétiques de n'importe où vers l'Europe. Ainsi, faire exploser les gazoducs Nord Stream faisait partie d'une stratégie à long terme visant à remplacer le gaz russe acheminé par pipeline par du GNL américain. Mais il s'avère que ce n'est pas un si bon plan, car il n'y a pas assez de GNL américain. Alors, pourquoi pas du GNL russe, mais échangé et vendu par les Américains, puisque les Européens ont imposé des sanctions contre la Russie, mais pas les Américains. Ainsi, ce que les États-Unis essaieront probablement de faire, autant que possible, c'est d'intercepter tous les flux énergétiques et financiers à destination de l'Europe et d'essayer d'en tirer profit. Je ne sais pas combien de temps l'Europe peut continuer dans cette situation, car il ne s'agit pas seulement de la Russie. Le conflit entre les États-Unis et la Chine, je pense que c'est le but ultime de ces gens aux États-Unis. Mais voyez-vous l'Europe prête à en faire partie? Eh bien, le conflit entre les États-Unis et la Chine est perdu, non? Ils ont essayé de mener une guerre commerciale contre la Chine, et la Chine a répondu, « Eh bien, vous voulez avoir une industrie de défense? Essayez donc sans nous. » Et ensuite, l'industrie de défense a dit, « Non, si les Chinois arrêtent de nous fournir, c'est fini pour nous. On ferme boutique. » Alors les Américains ont dit, « Peut-être qu'on ne devrait pas faire de guerre commerciale avec la Chine, finalement. Peut-être qu'on devrait y aller doucement et être conciliant. Et nous ne pouvons pas combattre la Chine. Nous ne pouvons plus vraiment faire grand-chose. Les seuls que nous pouvons maltraiter, ce sont les Européens. Alors, maltraitons les Européens, les Japonais et tous les autres. Les Sud-Coréens sont des pays occupés, donc cela inclut le Japon et la Corée du Sud, et divers autres laquais des États-Unis comme le Royaume-Uni, l'Australie. La Nouvelle-Zélande est trop petite pour être prise en compte. Mais ce sont les pays que l'Amérique peut encore continuer à dépouiller. Tous les autres,
sont devenus difficiles à manipuler à ce stade. Everybody else is, kind of like a tough nut at this point. Vous avez mentionné, Dimitri, qu'une partie de la pression exercée par les États-Unis réside dans le jeu avec l'Inde et la Chine, car ils estiment ne rien pouvoir faire de substantiel contre la Russie et ne peuvent qu'intimider ce pays. Nous avons vu le président russe appeler et discuter avec l'Inde et la Chine avant de se rendre à la réunion. Après la réunion, on constate un rapprochement entre la Chine et l'Inde. Le ministre des Affaires étrangères chinois s'est rendu en Inde pour s'entretenir avec Modi, et ce dernier a publié un tweet affirmant qu'il était formidable d'améliorer leurs relations. Comment voyez-vous le Brexit? Quelles sont les conséquences de la pression exercée par les États-Unis sur ce qui se passe avec le Brexit, en particulier entre la Russie, la Chine et l'Inde? Eh bien, je pense que la prise de conscience ici, c'est que les BRICS sont plus puissants que les États-Unis. Ils sont bien plus puissants à ce stade. Et la question qui reste est de savoir à quel point ils sont unis. Le problème entre la Chine et l'Inde, c'est que s'ils unissaient leurs forces, ils seraient absolument invincibles sur le plan économique et politique. Mais la question, c'est la frontière entre la Chine et l'Inde qui traverse l'Himalaya. Pas le territoire le plus utile au monde, mais important symboliquement pour eux. Les cartes ont été dessinées d'un côté par des fonctionnaires impériaux chinois et de l'autre par des fonctionnaires impériaux britanniques, et sont pas les mêmes. Ainsi, vous avez des troupes frontalières du côté indien et du côté chinois qui s'approchent de ce qui est censé être la même frontière, mais avec des cartes différentes qui ne concordent pas, ce qui est une recette pour le conflit. Ils n'ont pas vraiment réussi à résoudre ce problème. C'est une question épineuse. S'ils parvenaient à régler ce problème et à établir une seule carte pour les deux parties, à travers des montagnes où rien ne pousse de toute façon, et qui sont essentiellement des terres inutiles, alors ils commençaient à coopérer réellement. Ce serait formidable pour eux. Comment voyez-vous le rôle de la Russie dans la réalisation de cet objectif? Eh bien, la Russie prend grand soin d'être amie à la fois avec l'Inde et la Chine, tout en sachant qu'elles ne sont pas vraiment amies entre elles, et elle essaie d'aplanir toutes les aspérités entre elles. C'est donc une source constante d'irritation et une difficulté permanente. Mais les diplomates russes ont résolu des problèmes bien plus graves. Par exemple, l'Inde et le Pakistan font tous deux partie de l'OCS, même s'ils viennent de se livrer à une guerre de 3 jours. Mais cela n'a pas vraiment perturbé leur appartenance à l'OCS. Ils sont toujours membres, ils continuent d'assister aux réunions et de coopérer, etc. Donc ces problèmes sont surmontables. Il suffit de professionnalisme de la part des diplomates russes, ce dont ils ne manquent pas. Je ne sais pas si tu as vu l'interview que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a donnée sur Fox News. Il a dit qu'avant le début du conflit, l'Inde importait 1% de son pétrole de Russie et qu'actuellement c'est 41% de son pétrole qui vient de Russie. Oui, exactement. Et la Chine a également connu une certaine augmentation, mais pas autant que l'Inde. Comment peux-tu imaginer que l'Inde ignorerait tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent et détruirait son économie dans l'espoir d'améliorer la situation pour la politique étrangère des États-Unis? Eh bien, cela n'améliorerait pas la situation des États-Unis en matière de politique étrangère. Le système énergétique mondial est très bien équilibré. Ainsi, la Russie vend du pétrole à l'Inde, l'Inde raffine ce pétrole et l'expédie en Europe, où les Européens consomment ces produits raffinés. Donc si l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe,
Non seulement ces raffineries sont à l'arrêt, mais les consommateurs européens se retrouvent soudainement confrontés à une possible pénurie, mais surtout à des prix très élevés, provoquant d'importantes perturbations économiques. Car le diesel reste le carburant de transport privilégié, non par choix, mais par nécessité. Donc, toutes ces choses que Trump propose, il ne les réfléchit pas jusqu'au bout. Je pense que si Poutine avait donné 2 conseils à Trump, cela aurait été très précieux en Alaska. Le premier aurait été « Arrête simplement de jacasser comme un idiot. » D'accord? Stop blabbering like an idiot. Okay? Because Trump has a tendency to blabber. Parce que Trump a tendance à bavarder. Et deuxièmement, arrêtez d'essayer de faire des choses à l'international. Arrêtez, tout simplement. Vous n'êtes pas doué pour ça, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est compliqué. Ne vous en préoccupez même pas. Et il semble que les choses aillent dans cette direction, parce que, par exemple, l'une des choses que Trump a faites récemment, c'est de bannir de la Maison-Blanche tous ces soi-disant experts de la Russie qui infestaient la Maison-Blanche depuis toujours. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas du tout des experts de la Russie. Ce sont juste des gens qui répètent sans cesse les mêmes arguments. Ils ne comprennent pas la Russie. Ils n'y connaissent rien. Donc se débarrasser d'eux est en fait un progrès, car il vaut mieux ne pas avoir d'informations que d'avoir de mauvaises informations. Dimitri, penses-tu que la Russie comprend mieux les États-Unis? Et la Russie, comment étudie-t-elle les États-Unis? Sont-ils réalistes dans leur façon de penser au sein du gouvernement, dans la manière dont ils ont parlé de la réunion et de ses conséquences? Quelle part de cela est réaliste et quelle part n'est qu'un espoir exprimé à travers leur politique? Je ne sais pas quoi penser de l'espoir. Je pense que la Russie considère les États-Unis comme un problème à gérer. Il y a une très bonne compréhension de la culture et de la société américaine. Beaucoup de Russes ont voyagé aux États-Unis. Il y avait un grand intérêt pour les États-Unis dans les années 90, mais il a diminué depuis. Beaucoup de respect s'est transformé en dégoût. Aujourd'hui, très peu de Russes pensent qu'émigrer aux États-Unis soit une bonne idée. Donc il y a une réelle compréhension de ce que sont les États-Unis. En revanche, beaucoup d'Américains, y compris au Congrès, ne font pas la différence entre la Russie et l'Union soviétique. Ils sont encore à ce stade. Et de manière générale, il y a très peu de compréhension. Si vous demandez à un Américain de trouver la Russie sur une carte, cela devrait être assez facile de simplement indiquer le plus grand pays. Et beaucoup d'entre eux échouent à ce test. Et devinez combien, quel pourcentage d'Américains seraient capables de lister les pays qui partagent une frontière avec la Russie, en commençant par la Norvège et en terminant par les États-Unis de l'autre côté du détroit de Bering. Je dirais que ce serait de l'ordre de quelques pour 1000, voire quelques pour 1 million, ceux qui pourraient nommer les 17 pays frontaliers de la Russie. Or, le fait que la Russie partage une frontière avec 17 pays et soit en paix avec tous, sauf un, est une réalisation majeure en termes de diplomatie, de compréhension de ses voisins et de bonne entente avec eux. Et c'est donc quelque chose que les Américains ne peuvent absolument pas comprendre. Le niveau de finesse que cela exige. As-tu vu la vidéo où l'on voit Lavrov porter un t-shirt en se rendant à la réunion avec le PCC? Qu'est-ce que c'était que ça? C'était intentionnel, une sorte de provocation, une façon de faire parler de lui là-bas. Non, il était simplement habillé de façon décontractée parce qu'il se rendait aux États-Unis. Les Américains sont tous, enfin je ne veux pas utiliser le mot négligés, mais ils ont tendance à s'habiller de manière informelle. Donc je pense qu'il a voulu faire passer un message de cette façon, en portant un sweatshirt avec URSS dessus. Eh bien, c'est juste le sweatshirt que Lavrov possède.
Je ne pense pas qu'il l'ait acheté pour l'occasion. C'est simplement une pièce de sa garde-robe. It's just part of his wardrobe. It was somehow amazing to see. C'était d'une certaine manière incroyable de voir cela se produire, parce que pendant la réunion, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, Poutine dit qu'il est un impérialiste. Il dit à Marco Rubio que c'est pour ça qu'il portait ce pull. Dimitri, quand tu regardes la réunion, je pense que tout était positif. Tu observes l'atmosphère de la réunion, la façon dont ils se parlaient, tant de convivialité quand on y regarde de près. Mais nous n'avons pas vu cela entre les États-Unis et les Européens. As-tu le sentiment que l'administration a d'une certaine façon l'impression de ne pas être, en ce qui concerne leur perception des événements, vraiment connectée à la réalité de l'Europe et à la façon dont les Européens pensent? Eh bien, vous savez, la raison pour laquelle les États-Unis ont quoi que ce soit à voir avec l'Europe tient aux deux guerres mondiales. En dehors de cela, il n'y a vraiment pas d'affection particulière. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la guerre d'indépendance, qu'est-ce qui a sauvé les États-Unis de la Grande-Bretagne? C'est la flotte russe qui a été envoyée. Et puis, la guerre de sécession, qu'est-ce qui a sauvé le Nord? Là encore, la flotte russe envoyée à New York et à San Francisco. Donc les Russes ont beaucoup à voir avec le fait que les États-Unis existent en tant qu'entité souveraine. Il devrait donc y avoir un peu de gratitude et un peu de reconnaissance. Et vous savez, la rencontre en Alaska, l'iconographie de cet événement était sans équivoque. L'Europe, c'est cette petite péninsule qui s'avance dans la mer du Nord, à l'ouest de la Russie. Et il est vraiment légitime de se demander pourquoi quelqu'un devrait s'en préoccuper aujourd'hui. Alors que la Russie et les États-Unis sont deux grandes nations qui se trouvent être voisines. En fait, cela fait près d'un siècle que des projets existent pour construire soit un tunnel, soit un pont, afin de relier les deux via l'Alaska. C'est donc ce sentiment de voisinage qui a été instauré grâce à cette rencontre en Alaska. Et oublier l'Ukraine, qui n'est qu'un projet néoconservateur raté, simplement l'oublier, l'abandonner, semblait être une très bonne idée pour les États-Unis à ce stade. Car pourquoi les États-Unis devraient-ils se soucier de l'Ukraine? Pourquoi les États-Unis devraient-ils même se souvenir de ce qu'ils sont ou de leur emplacement? Ce n'est pas important, ce n'est pas significatif. Stratégiquement, cela n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est le combustible nucléaire russe, la flotte russe de brise-glace atomique, la capacité de la Russie à construire d'immenses usines industrielles dans l'Arctique, de nombreuses technologies russes, la technologie spatiale. Les Américains, d'ailleurs, utilisent toujours des moteurs fusées russes, les RD-180. Ils n'ont pas réussi à fabriquer les leurs, même si les Russes leur ont fourni les plans. Le processus de fabrication est trop complexe. Donc, les États-Unis ont besoin de la Russie. La Russie n'a pas vraiment besoin des États-Unis, mais faire en sorte que les États-Unis aient besoin de la Russie est un moyen d'atteindre un certain niveau de sécurité. Et puis, il y a toutes ces discussions nucléaires qui doivent avoir lieu, avec tous ces traités nucléaires expirés qu'il faut renégocier simplement pour maintenir la paix dans le monde. Et la situation a changé. Il y a beaucoup de nouvelles armes. Donc, ces discussions doivent commencer très rapidement, car le dernier traité nucléaire important expire l'année prochaine. Voilà donc les choses importantes. En ce qui concerne l'Ukraine et l'Europe, ce ne sont pas des sujets très importants pour l'un ou l'autre camp. Les États-Unis veulent-ils une Russie sans ses partenaires, ou sont-ils prêts à accepter une Russie avec ses partenaires? Je parle principalement de la Chine.
These are all sovereign nations and you don't lump them Ce sont together. toutes des nations souveraines, Each et il ne one faut pas les mettre dans le même panier. separate. Chacune nécessite une approche distincte et très complexe. Both China and La Chine et l'Inde great sont toutes deux de grandes civilizations, civilisations, countries, pas seulement des pays, Iran as well. l'Iran aussi. And the fact that the Et le fait que les États-Unis soient incapables de comprendre des choses d'une telle complexité signifie simplement qu'ils doivent faire preuve d'une extrême prudence. in terms En ce qui concerne les relations avec d'autres pays, je pense que la Russie serait plus simple à gérer pour les États-Unis. Ainsi, la Russie pourrait représenter une voie à suivre pour résoudre toute la situation de manière pacifique, avec de nombreux autres pays également. with a lot of other countries as well. Thank you so much, Dimitri. Merci beaucoup, Dimitri, d'être avec nous aujourd'hui. Avant de conclure cette session, comment pouvons-nous soutenir votre travail et les articles que je sais que vous écrivez 1 ou 2 fois par semaine? Comment pouvons-nous y accéder? How can we access that? Go to the URL on your screen, subscribe at Allez sur l'URL affichée à l'écran, abonnez-vous au niveau que vous pouvez vous permettre et lisez mes articles. J'en prépare un en ce moment. Adieu Pax Americana. Bonjour Pax Russica est le titre provisoire. Il y a eu un passage de relais en Alaska et j'explique comment cela s'est produit et ce que cela signifie. Merci beaucoup, Dimitri, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Thank you. Bye bye. Merci, au revoir.